Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. On n'est pas dans le studio parisien de Rue de Saussure d'Orso Média et de mon associé Mathieu Stéphanie. On est dans un endroit particulier qui est le Château Capion et qui est la propriété d'un entrepreneur que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis quelques années, qui s'appelle Francis Ingrand. Merci Francis de nous accueillir ici aujourd'hui. Bonjour, avec plaisir. On a réuni une quinzaine de souscripteurs du fonds OVNI à Montpellier pour leur faire déguster du vin, partager avec eux les derniers investissements d'OVNI Capital. On essaye de faire ça régulièrement à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, à Annecy, à Chambéry. On a 200 souscripteurs répartis aux 4 coins de la France et c'est vraiment important pour nous de les voir régulièrement parce que c'est aussi eux qui nous envoient des dossiers de start-up, qui nous présentent à d'autres investisseurs et cette communauté-là est un vrai actif. T'as pas toujours été propriétaire d'un domaine viticole. Non. T'es plutôt un entrepreneur de la tech. Donc on va essayer de parler de Plugin Digital, qui est une aventure assez incroyable de la French Tech, qui reste assez peu connue. Est-ce que je peux le dire comme ça? Oui, c'est vrai. Vous avez longtemps été sous les radars. Tout à fait. Donc si ça te va, sur une trentaine de minutes, pendant 10-15 minutes, on va parler un peu de toi, ton parcours de plugin digital, et ensuite on va parler de ce nouveau métier qui est celui d'exploitant d'un domaine viticole. Est-ce que tout simplement pour commencer, tu veux bien te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube? Bien sûr. Donc, je suis Francis Ingrand, donc j'ai 52 ans et effectivement, j'ai créé la société Plugin Digital il y a 14 ans maintenant. À la base, je suis plutôt autodidacte puisque j'ai un bac comptabilité gestion et un BTS compta, ce qui m'a d'ailleurs bien servi pour la suite. Et ensuite, rapidement, j'ai eu l'opportunité de faire mes armes avec un entrepreneur en France très connu qui s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, puisque je l'ai accompagné. Donc, je connais cette personne depuis qu'il a 13 ans. Et quand il a créé sa première start-up en 1998, il m'a appelé parce que il avait besoin d'un comptable et de quelqu'un qui connaissait le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'étais amateur de jeux vidéo. Donc, j'ai rejoint la grande aventure des startups Internet assez tôt, avec une startup e-commerce, avec donc Pierre-Édouard Sterrin, Véronique Turner, qui est un petit peu connue aujourd'hui aussi, et Francis Lelong, qui a notamment créé Sarenza ensuite. Donc, j'ai beaucoup appris au contact de ces gens-là. C'était un peu l'époque de la ruée vers l'or. Hein. C'était vraiment, tout était à créer. C'était assez extraordinaire. On a été le premier en France à faire de l'affiliation, par exemple. L'affiliation, peut-être je fais juste une parenthèse pour les gens qui sont non techniques. Ouais. C'est le fait que des gens t'envoient du trafic vers ton site web et s'il y a une vente, tu leur donnes un espèce de cashback, c'est ça. Et donc ça, c'est quoi? Pourcentage du chiffre d'affaires, c'est les années 2000 à 2010 où il y avait vraiment beaucoup d'affiliation parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme autre moyen Exactement. de faire du marketing. Google n'était pas ce qu'il était, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc l'affiliation a eu son âge d'or. Et donc on avait créé notre propre outil pour développer ça. Et notamment, on avait des gros partenaires type Orange ou jeuxvideo.com à l'époque. Ensuite, sentant le vent tourner, je suis parti rejoindre le groupe Wanadoo France Télécom Orange, qui venait de racheter la société alapage.com et qui cherchait quelqu'un pour développer l'univers logiciel et jeux vidéo. Ça tombe bien, c'est ce que je faisais chez Black Orange. Et donc, j'ai rejoint ce groupe sous la présidence d'Olivier Sichel, qui est aujourd'hui vice-président de la Caisse des dépôts, pour développer l'univers logiciel jeux vidéo. Et par la suite, je me suis occupé de la direction des achats et des ventes. Et j'ai aussi développé la marketplace. Donc, marketplace, pour expliquer, c'est le fait de vendre des produits d'autres producteurs sur ton site, ce que fait Price Minister historiquement, ou Amazon, ou la Fnac, ou Cdiscount maintenant. Mais à l'époque, c'était là aussi assez nouveau. Donc, j'ai fait ça pendant 6 ans. Ensuite, je suis parti dans une autre aventure qui était le téléchargement de logiciels et jeux vidéo sur Internet. Donc, il faut se rendre compte que ça, c'était il y a 20 ans. Ouais, c'est ce que je veux dire, 2005. C'est ça. Donc 20 ans, autant dire que c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la DSL partout, loin de là. La fibre, on n'en parle même pas. Donc c'était vraiment le tout début du digital et du téléchargement. Et donc j'ai rejoint une société qui s'appelle Nextway et qui fait un peu ce que fait Digital River, qui est un peu plus connu aux US, qui
fourni des sites en marque blanche, donc aux couleurs du partenaire, pour télécharger des logiciels et des jeux vidéo. Et donc, j'étais en charge de toute la division, toute la business unit jeux vidéo. Et c'est là, finalement, où j'ai fait mes premières armes en tant qu'entrepreneur, mais plutôt en tant qu'intrapreneur, puisque je dirigeais la business unit. J'avais 25 personnes sous mes ordres, mais c'était pas mon argent. Il y avait un CEO, j'étais simplement au board, etc. Mais ça m'a vraiment permis de voir ce que c'était que l'entrepreneuriat, parce que j'étais évidemment pas forcément prédestiné à monter une boîte ou quoi. Et donc, quel a été justement ce point de bascule qui, après cette bonne expérience accumulée avec des personnes assez influentes, en tout cas qui ont façonné l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, à quel moment tu t'es dit j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai suffisamment de bagages, j'ai une opportunité? Alors ça s'est fait un petit peu par hasard dans le sens où Nextway avait fait plusieurs levées de fonds et ça devenait un peu compliqué. Donc il y a eu un premier plan social où j'ai dû me séparer de collaborateurs. Et lorsqu'il y a eu un deuxième plan à faire, moi j'ai proposé de partir moi, puisque mon salaire ça équivalait à 3 autres personnes et je me projetais plus dans la société. Et en fait, quand je suis parti, rapidement, j'ai eu des offres, mais j'ai eu des offres pour faire ce que j'avais déjà fait. Donc, c'était pas très excitant, pas très intéressant. Et c'est là que je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas me lancer tout seul et faire mon truc. J'avais quelques idées. Et surtout, ce qui me guidait, c'était vraiment la partie liberté. En me disant, et ça, c'est important pour la suite, j'avais vraiment envie de faire ma boîte, quitte à rester une petite boîte, mais rester libre et faire les choses comme je sentais, comme j'en avais envie. C'était vraiment mon moteur à l'époque. C'était vraiment cette liberté d'entreprendre. C'était vraiment ça qui était important pour moi. Et donc, rester libre, c'est quoi? C'est libre du lieu où tu travailles, c'est libre des gens avec qui tu travailles, c'est libre des thèmes sur lesquels tu travailles, d'organiser ton emploi du temps comme tu veux entre aujourd'hui le Château Capion et tes activités. Comment tu la définirais un peu mieux, cette Alors, forme la de liberté, liberté? c'est déjà de faire mes choix d'entrepreneur sans forcément en référer à quiconque. Donc, des investisseurs ou des partenaires. Voilà, de faire les choses dans le sens et un petit peu comme je l'entendais. Alors évidemment, c'est plus facile à faire quand on a une boîte, qu'on est tout seul, qu'on n'a pas de salariés. Les 15 premiers mois, c'est Pôle emploi qui m'a rémunéré, donc il y avait 0 charge. C'est plus facile d'être libre quand on n'a pas trop de contraintes. Il faut savoir que Plugin, j'ai monté la boîte avec 12 000 € de capital. Ça, c'est 2012 à peu près? 2012. Ok. Et que la première levée, on l'a fait fin 2018-2019. Donc ça veut dire qu'on a vécu 7 ans sans faire la moindre levée de fonds, ce qui est quand même assez rare. Et l'évolution du chiffre d'affaires sur ces 7 ans, c'est une espèce de courbe en J, c'est quelque chose d'assez flat et à un moment donné une accélération? C'est plutôt des pics, plateaux, pics, plateaux. Okay. Voilà. C'était à chaque fois, on a pris des virages, on a fait des choix qui ont marché, ça nous a fait un pic, une année un peu de consolidation entre guillemets, et un nouveau pic, etc. Et c'est vrai que la problématique que j'avais sur Plugin, c'est que j'avais cette notion de liberté qui était au centre de mes préoccupations. Et donc, j'avais que 12 000 €. Donc, l'idée, il fallait que je trouve un business qui me permettait de développer une société sans avoir besoin de cash. Sinon, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est pour ça que tu as commencé en tant que distributeur de jeux vidéo et tu es allé vers l'édition une fois que tu avais un fonds de roulement et que tu avais les moyens de ces ambitions. Le modèle de la distribution faisait que je recevais l'argent avant de payer les ayants droit. Donc, en fait, je finançais ma croissance avec le cash, la trésorerie qui était générée par la croissance de mon activité. D'où l'intérêt d'avoir un background de comptable parce c'est là où que ça sert. C'est très bien géré, c'est cash flow, anticiper ça, etc. Exactement. Okay. Exactement. Avec, ça fait toi un mouton un peu à 5 pattes quand même. Oui. J'ai cette chance d'avoir fait beaucoup de choses dans ma vie et du coup d'être un peu un mouton à 5 pattes. Ça m'a beaucoup servi sur le coup. Peut-être pour rapidement arriver à ce point de bascule, qui est aussi un des moments où on s'est finalement rencontrés tous les deux. Tu lances en 2012 des pics, une accélération. Des entreprises, l'univers du jeu vidéo était pas très bien financé, était pas très bien comprise par les fonds de capital à risque. Moi, je me souviens en 2016 quand j'ai investi dans Music World Media qui faisait des apps pour mobile, etc. Personne n'a compris. Et puis ensuite, il y a eu le succès qu'on connaît chez Vaudou, chez des gens comme toi, etc. Qu'est-ce que tu as ressenti, le fait d'être à contre-courant, le fait de pas forcément être compris par justement le marché, les investisseurs au début, et à quel moment tu as senti que ça y est, c'était ton opportunité? Je pense que la bascule, la vraie bascule, ça a été le Covid.
D'accord. Parce que pendant le Covid, tout le monde a vu que le jeu vidéo était un modèle résilient, qui avait une croissance soutenue, etc. Donc, le vrai virage, ça a été vraiment le Covid, où là, j'en parlerai tout à l'heure, mais sur notre deuxième levée, on a eu beaucoup, beaucoup d'opportunités. Après, on a quand même senti, à partir de 2017-2018, que le jeu vidéo était un peu plus pris au sérieux par les politiques, par les pouvoirs publics, que ça devenait quelque chose de un peu mieux compris, on va dire. Mais effectivement, dans le monde des VC, de la finance, c'était encore un peu mal compris parce que pas forcément très prédictible, et parce que souvent géré par des entrepreneurs qui n'en étaient pas, qui étaient des artistes en fait. Et donc, ils avaient le succès d'un jeu, puis après ils reprenaient des risques. Enfin, ils jouaient au loto tous les jours. Donc évidemment, pour les investisseurs, pardon, c'était compliqué. Donc, il y a eu quand même un point de bascule un petit peu 17-18. C'est là où on a fait notre première levée. Mais sur la première levée, on a eu beaucoup de mal à lever. C'est un family office qui nous a suivis. Mais on a eu beaucoup de mal à lever nos 2 millions parce que effectivement les gens me disaient ah mais le jeu vidéo j'y vais pas, mais j'y vais pas par principe, pas parce que j'ai regardé, j'ai étudié ces jeux vidéo, je connais pas, j'y vais pas. Au moment de votre première levée de 2 millions, vous faisiez quel montant de chiffre d'affaires, quel type de marge, combien de collaborateurs, c'était quoi On un peu était à 7 millions et demi de chiffre d'affaires, on était une quinzaine de personnes. Ouais, donc ça fait un chiffre d'affaires par collaborateur qui est assez significatif. Assez important. Par contre, c'était de la distribution, donc avec un taux de marge qui était assez faible. Et chose que vous avez corrigée en devenant petit à petit, vous, éditeur, à quel moment tu as pris justement cette confiance-là de te dire, bon, j'y vais, je tente ma chance? En fait, c'est la demande des clients. C'est-à-dire qu'on avait des clients qu'on distribuait qui nous disaient ah bah tu peux pas faire un peu de marketing, un peu de relations presse pour moi. Donc ça veut dire qu'on devenait un peu éditeur. Et c'est comme ça qu'on s'est dit bah pourquoi pas. Effectivement, on peut rajouter des couches de service et rajouter des couches de service, ça veut dire effectivement prendre plus de points de marge, donc mieux marger sur notre activité. Donc c'est comme ça qu'on a commencé tout doucement. Et j'ai vu qu'il y avait un intérêt et c'est là où je me suis dit, allez, c'est le bon moment de lever un peu d'argent pour prouver qu'on va savoir faire de l'édition. D'où cette petite levée de 2 millions pour dire, OK, cet argent, on va l'investir dans des projets et on va montrer qu'on sait le faire et qu'on sait développer des projets plus gros en mettant 100, 200, 300 000 euros sur la table, en les distribuant dans le monde entier, etc. Donc c'était un risque, hein. C'était un risque, c'était un pari. Mais moi, je sentais qu'il y avait une demande forte et qu'il y avait vraiment un potentiel sur cette partie-là. Et donc, ton modèle économique a changé. Comment tu as géré cette transition aussi avec tes équipes? C'est pas forcément facile quand tu as commencé à construire une culture d'entreprise, une vision des choses, de faire ce genre de virage. C'est quoi? C'est un virage à 180 ou? Non, parce qu'on a gardé la partie distribution. Donc l'idée, c'était plutôt de construire des silos, c'est-à-dire d'avoir des équipes spécialisées. Mes équipes spécialisées distribution, elles sont restées à faire de la distribution, sauf qu'elles distribuaient en plus les jeux qu'on éditait, mais c'était juste plus de jeux à distribuer. Et par contre, on a créé des nouveaux services from scratch. Et du coup, finalement, ça s'est fait de façon un petit peu empirique, sans perturber ce qui marchait bien et surtout sans dérégler la machine de la distribution qui nous faisait vivre à l'époque. Il fallait surtout pas perdre ça. Et donc, par rapport aux startups classiques qui font d'abord un tour de 2 millions et ensuite un tour de 15 et ensuite un tour de 50, vous, il n'y a pas eu d'entre-deux. Il n'y a pas eu d'entre-deux. C'est 71 millions. Oui. Comment ça se prépare une levée de ces montants-là? Ça répond à quoi? Une croissance exponentielle? Comment t'as Ouais, c'est une croissance exponentielle effectivement de 100-150% moyenne par an. Il faut savoir aussi que la boîte a toujours été rentable, c'est-à-dire que depuis la première année, on n'a jamais perdu d'argent. Donc ça, effectivement, c'est des choses que les investisseurs apprécient. Ça montre que la boîte, elle est gérée. C'est revenu à la mode. Oui, c'est revenu à la mode depuis peu, mais il y a eu, voilà, il y a des effets de mode. Moi, j'ai toujours considéré qu'une boîte, ça doit gagner de l'argent. De toute façon, j'avais pas de capitaux, donc de toute façon, j'avais pas le choix. Mais du coup, voilà, c'est une boîte qui s'est construite sur la durée, étape par étape, de façon pérenne, en solidifiant les acquis et en montrant qu'on pouvait faire de la croissance tout en faisant une croissance et du chiffre d'affaires et des revenus, ce qui effectivement a été très apprécié lorsqu'on a attaqué sur une levée plus grosse, qui a d'ailleurs été plus grosse que ce qu'on voulait, hein, pour être honnête. À ce moment-là, ça fait 10 ans que tu es entrepreneur. Il y a un sujet qui reste quand même, je vais pas dire tabou, mais peu discuté.
dans cette industrie et la logique qu'on a avec OVNI Capital, c'est vraiment de construire en public et de donner les coulisses de notre fonds et des aventures entrepreneuriales qu'on soutient. Il y a une partie qui vient en ce qu'on appelle en secondaire, en cash out, Oui. pour finalement te permettre de sécuriser une partie de ton patrimoine. On dit que quand les entrepreneurs ont 100% de leur patrimoine dans la société qu'ils gèrent, c'est compliqué de toujours faire les bons choix. Donc il y a quoi? Il y a une articulation autour de 20% de secondaire et 80% de primaire. C'est 50-50. C'est quoi un peu les grandes tendances là-dessus? Lorsqu'on a fait notre grosse levée, moi j'ai mis tout carte sur table. J'ai dit clairement que ça pouvait être une levée minot, majo. On a même exploré le fait de revendre la société à 100% auprès d'un industriel. Moi, j'avais vraiment envie d'ouvrir toutes les portes. D'accord. Et de voir un peu ce qu'on me proposait. J'avais pas forcément envie d'arrêter. Pour moi, j'étais pas au bout de l'aventure, mais j'avais envie de voir que tout le monde montre ses cartes, comme au poker. J'avais vraiment envie de dire, je paye, mais montrez-moi vos cartes. Et au final, on a eu 12 propositions fermes, ce qui est, paraît-il, c'est super. Ce qui est assez rare. Et on a eu différentes offres, Mino, Majo et prise à 100%. Et au final, on est parti avec Bridgepoint sur une offre Majo en capital, mais minoritaire en droit de vote. D'accord, donc ça te permet de garder ta liberté et la vision long terme qui a l'air d'être importante à tes yeux. Exactement. Donc, ils avaient bien compris mes problématiques de vision à long terme, d'entrepreneur, etc. Donc, certes, parce que c'est un gros fonds, ils voulaient avoir une majo en capital, mais je pouvais continuer à faire ce que je savais faire. Ça m'a permis de faire effectivement un exit assez important et donc de pouvoir acquérir le domaine Château Capion par la suite. Et cette diversification, au bout de 10-11 ans, et à un moment donné, il faut matérialiser tous les sacrifices qu'on a fait. C'est logique. Moi, c'est quelque chose que je recommande et assez tôt finalement et tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais assez tôt, moi sur une série A de 5 millions à 10 millions, moi je dis toujours au fondateur, sors 100-200 000 euros parce que si tu as besoin d'acheter ta résidence principale, que tu as un coup de pas bien, un truc à faire, etc., ça t'offre une certaine forme de sécurité. À ce moment-là, donc, tu continues à diriger l'entreprise, à la faire grandir. Vous affichez des ambitions assez importantes, celle de figurer parmi les meilleurs éditeurs mondiaux. Qu'est-ce qui change dans le management de la société? Tu recrutes des cadres un peu clés, tu délègues un peu plus. Comment Oui, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, il y a un besoin de structurer la team finance, alors que la team finance, c'était moi. Voilà, il y a un expert comptable. Donc là, effectivement, avec l'arrivée d'un fonds comme ça impose effectivement d'avoir un CFO qui est solide, de faire des reportings mensuels. Moi, je faisais mes reportings mensuels, mais à ma sauce sur Excel. Donc, ça impose effectivement de beaucoup plus structurer la partie finance. Et ça impose effectivement pour aller chercher. Et d'ailleurs, je l'avais vu. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette levée. C'est qu'à un moment donné, il y a un plafond de verre. Il faut aller chercher des profils plus internationaux, plus expérimentés, qui vont coûter aussi beaucoup plus cher. Et moi, à un moment donné, j'avais pas les moyens de payer des gens 100K à l'année ou plus. Ouais, et ça, quand t'es sur fonds propres, que tu bootstrap ou que t'as fait une levée de 2 millions, clairement, c'est pas des risques que tu prends de dire, bon, je prends un profil à 300, 400K. C'est pas possible. C'est une discussion qu'on avait avec les fondateurs d'une startup qu'on a financée et qui a participé à la visite de ton magnifique domaine. Il nous reste une dizaine de minutes si je bascule sur ce sujet-là. Et bravo, en tout cas, pour ce parcours d'entrepreneur. Je trouve que dans toutes les métropoles, dans les grandes métropoles françaises, donc Bordeaux, Lyon, etc., il y a des gens qui créent, si tu veux, une trace, un espèce de sillon dans lequel d'autres entrepreneurs peuvent s'engouffrer. Si on parle de Montpellier, qui est un territoire que je connais bien, t'as des aventures comme Tids, avant t'as eu Exaprint, t'as Rachel Delacour avec Bima Analytics, et je pense que tu fais partie des entrepreneurs qui ont aussi montré une voie avec d'autres de ce secteur-là, comme des Thibaut Zamora ou autres. Comment tu fais une fois que t'as, si tu veux, créé cette première belle page, ce premier beau chapitre de ton aventure pour te rembarquer pour 5 à 10 ans, remettre des ambitions fortes et relancer cette dynamique? Comment t'as structuré ça? Moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est le projet. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est de développer et ce qui me motive, c'est le projet. C'est pas l'argent, d'être arrivé, etc. C'est que tant que je sens qu'il y a du projet, qu'il y a des choses à développer, des choses où je continue d'apprendre et à m'amuser,
Moi, j'ai pas de problème à continuer. Moi, je suis quelqu'un qui travaille assez vite et moi, ce qui me guide, c'est vraiment cette partie-là. Et donc, vous êtes combien de collaborateurs à l'heure où on se parle? Aujourd'hui, on est une centaine de D'accord. collaborateurs, une 60aine sur Montpellier, sur Paris et sur Shanghai, pour un petit peu moins de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Génial. Écoute, en tout cas, moi je trouve, comme je te le disais, que vous faites partie de ces références, et on voit bien il y a des gens qui sortent de chez toi et que ça essaime en fait. Il y a des gens qui sortent de chez Tids et Loïc Soubéran qui créent Swile. Bien sûr. Il y a des gens qui sortent de chez toi et en fait, c'est hyper important pour des venture capitalistes comme moi, parce que en fait, on va chercher les gens à financer dans les talents des scale-up. Et je trouve qu'il y a cet écosystème très vertueux qui se met en place dans plusieurs métropoles en France et à Paris. Et nous, on veut vraiment identifier les talents qui ont contribué au succès de certaines licornes, de certaines scale-up, et leur faire un chèque au départ et leur dire bon bah vas-y, on te fait confiance vu ce que vous avez fait sur cette aventure précédente. Comme tu disais, t'es pas forcément entrepreneur, t'as été intrapreneur, et c'est ça qu'on cherche. Sur le château Capion, je crois que il y a déjà 3-4 ans, tu me dis finalement j'ai envie d'acheter un domaine, etc. Mais on visite, c'est pas simple de trouver la bonne équation, etc. Je crois que vous avez visité une quinzaine de lieux avant de tomber amoureux, on peut dire ça, de celui-là. Oui, c'est vrai. Comment ça s'est passé la vente? Comment tu fais une offre? Comment tu fais ton business plan finalement sur Alors c'est vrai que c'est compliqué. Il faut déjà trouver le domaine qui nous correspondait. Nous, on cherchait un domaine où on pouvait faire et du bon vin et de l'événementiel pour justement. C'est un peu ce que j'avais fait sur Plugin, d'avoir deux. On marche mieux avec deux jambes qu'avec une seule. Donc je voulais pas dépendre que du business du vin. Donc c'était pour moi important d'avoir un lieu où on pouvait faire aussi un peu d'événementiel. Après, comment on fait? Il y a des agents, on va dire, des agents immobiliers, des gens spécialisés dans la vente de domaines viticoles qui sont là pour nous présenter voilà des domaines. Il faut savoir que c'est un milieu un peu secret. Les gens qui vendent leur domaine, ils veulent pas que ça se sache. Voilà, c'est un peu old school. Et après, par contre, une fois alors nous, on a racheté un oligarque russe, donc c'est un peu particulier. Donc les négociations sont. Il y a 2 ans à peu près, c'est ça? 2 ans, 20 mois. Il y a 20 mois. Après, on a racheté une société. Donc finalement, on a juste racheté une société avec des salariés. Et ça correspond quoi au début de la guerre en Ukraine où il y a des gens qui ont voulu c'était après, mais oui, c'est après qui ont voulu se lâcher. Ça prend un peu peur. Sa femme qui gérait beaucoup a eu un enfant, donc elle avait moins envie de s'y donner. Et je pense que le conflit en Ukraine a beaucoup joué. J'ai envie de dire, le plus compliqué finalement après 18-20 mois, c'est qu'en fait, j'avais créé des business chez Nextware en intrapreneur, chez Plugin, mais j'avais jamais repris de société. Et j'ai appris que c'était très différent. Parce que quoi, il y a des cadavres, il y a des cadavres, il y a des façons de travailler, il y a des salariés qui ont pris à mon sens, en tout cas, des mauvais plis. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu peux pas dire, on développe, on fait comme ça, comme ça. Il faut tenir compte de l'existant, surtout dans le vin, qui est du temps long. Donc finalement, c'est un peu frustrant, moi qui vais très vite, de dire, mais ça va pas du tout, faut tout reprendre, etc. Donc c'est vraiment une autre approche. Et là, rien que là-dessus, c'est vrai que j'ai beaucoup appris. On mettra une petite vidéo en lien sur cet épisode pour que les gens se rendent compte de la beauté de ce lieu dans lequel je te remercie de nous avoir accueillis. Un château de 1636. 1636, la bâtisse, oui. Qui a été rénové, restauré, changé dans la folie vigneronne des années 1900, c'est ça? Voilà, au début du 20e, il y a eu effectivement toute une vague, fin 19e, début 20e, de grandes bâtisses très bourgeoises et qu'on appelle ici des folies vigneronnes ou folies. Et il y en a pas mal sur Montpellier, mais tout en gardant une partie du château, ce qui fait que la bâtisse a une architecture assez unique. Vous avez des convictions, un peu comme tu en avais dans le jeu vidéo. Vous êtes 100% bio. Vous produisez 150 000 bouteilles par an, c'est ça? Vous avez 13 ou 14 vins différents, c'est ça? C'est ça, 13 cuvées, oui. Comment on fait pour gérer 13 cuvées? Comment tu t'improvises œnologue? Comment tu gères ça? Je suis pas œnologue et je serai certainement jamais parce que c'est vrai qu'il faut être très bon en chimie. Mais on a un œnologue conseil qui nous suit. L'important, c'est de s'entourer. C'est comme partout, c'est-à-dire que il y a des choses que je sais faire, la partie marketing, commercial, gestion d'entreprise. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Effectivement, comment on traite les vignes, comment
comment on assemble les vins, à quel moment, etc. Donc l'enjeu, c'est de s'entourer des bonnes personnes qui connaissent, leur transmettre la confiance, et puis apprendre un petit peu pour comprendre un peu ce qui se fait. Mais de toute façon, sur un domaine de cette taille-là, il faut s'appuyer sur des talents et sur des gens qui savent faire. C'est pas possible autrement. Mais par contre, nous, on veut comprendre, on veut apprendre. Très clair. Tu as dit tout à l'heure que tes parents t'avaient dit que le jeu vidéo, ça ne mènerait à rien dans la vie. Mmh. T'as souffert de ça? Ça t'a donné pas une envie de revanche, mais une envie de prouver le contraire? Oui, je pense que ça a été un de mes moteurs, de dire, j'ai tellement entendu, c'est vrai que mes parents, par exemple, me suivaient pas du tout les études, etc. Ils regardaient pas mes bulletins, ça les intéressait pas, donc j'étais un peu livré à moi-même. Et je pense que ça m'a servi de moteur, effectivement. Le côté pas revanchard, parce que voilà, j'ai pas une enfance non plus malheureuse. Il y a des gens qui ont des enfances bien plus malheureuses que moi, mais ce côté manque de reconnaissance et ce côté oui, manque d'empathie, on va dire. Ça m'a, oui, en tout cas, ça m'a servi de moteur. Et même encore aujourd'hui, en moi, j'ai cette exigence envers moi-même. Ouais, c'est mon caractère. Après, on est ce qu'on est, hein, mais. La clé de ton succès, si tu devais la partager aux milliers de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est quoi d'après toi? La clé, je dirais, pour moi, il y en a deux. C'est mon caractère, où je suis quelqu'un qui me pose pas beaucoup de questions. Je suis fonceur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire fonceur, pas tête baissée, voilà, mais je sais prendre des risques et j'ai pas peur. Et l'autre point, je pense, c'est que mon profil, justement autodidacte, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas fait tout ça, donc j'ai une façon de travailler et de penser qui est forcément différente de 95% des petits copains qui sortent d'écoles de commerce, etc. Et d'ailleurs, on m'a proposé plusieurs fois, tu veux pas faire un MBA, etc. J'ai dit non, au contraire, moi, ma force, c'est aussi une faiblesse sur certains sujets, mais à moi de m'entourer, j'ai un CFO qu'il faut, etc. Mais c'est ma force, parce que du coup, je ne pense pas comme les autres, j'ai pas les mêmes façons de faire. Donc finalement, c'est un moyen de se différencier. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais dans mon cas, on peut dire que ça marche. Donc je cultive aussi un petit peu cette différence. Faut l'accepter, en faire une force de cette différence? Oui, pour moi, oui. Donc tu es un ovni? Je suis un ovni. Pour finir, un de tes plus beaux moments, celui dont tu te souviendras pour encore des longues années, si un moment qui t'émeut presque quand on en reparle là maintenant, si tu devais en retenir qu'un? Moi, je pense que il y a eu plusieurs bascules chez Plugin quand on a sorti notre premier jeu Switch, Nintendo Switch, avant que la console connaisse le succès qu'on connaît aujourd'hui. On avait pris des risques là-dessus. Et que ce jeu a été acclamé par les joueurs, par Nintendo, par tout le monde. C'était une consécration parce que Nintendo, c'est la référence, et c'était le premier jeu qu'on éditait qui connaissait un vrai beau succès. Et ça, on l'avait pas forcément vu venir, et c'était une belle reconnaissance de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. En interne, quand tu vis un moment comme ça, c'est quoi? C'est l'euphorie générale? C'est l'euphorie générale, ouais. En général, on sort quelques bouteilles de vin et quelques bières rapidement, ouais, évidemment. Écoute, on arrive à 30 minutes, on va retourner avec nos invités et justement boire un verre avec eux. Peut-être dernière chose, le pire moment de doute que tu as traversé dans toutes ces années d'entrepreneur, et comment tu l'as surpassé? Alors, il y en a eu deux. Le premier, c'était 1 an et demi après le lancement de la société, où je suis arrivé à un moment où je devais commencer à me verser un salaire. En plus, ma femme était en congé maternité, donc voilà. Et là, ça s'est joué à 2 mois près. C'est-à-dire qu'à 2 mois près, je peux pas me verser de salaire, et j'ai pu me payer un salaire à la fin de mes indemnités Pôle emploi. Donc ça, c'était un vrai moment de bascule et de stress, parce que sinon, il fallait que je mette la pédale douce. Le deuxième, c'est quand il y a eu j'ai pas eu beaucoup d'impayés chez Plugin, mais à un moment donné, j'ai eu un gros impayé, et la boîte était encore petite. Et ça m'a fait vraiment du mal, et ça m'a vraiment fait douter. Parce que effectivement, la structure était en forte croissance, mais encore très fragile. Et c'était un impayé peut-être 70-80 000 euros. Mais à l'échelle de la boîte à l'époque, ça m'avait vraiment mis dedans, et ça aurait pu me coûter beaucoup plus cher. Tu parles de ta femme et de son congé maternité. T'as des enfants, du coup? Une fille et un garçon. Quel regard ils portent sur leur papa, entrepreneur?
Ils sont encore jeunes. 14 et 12 ans, ils se Ok. rendent pas forcément compte. Ils s'en rendent un peu par le prisme des copains et des copines qui voient papa qui travaille dans le jeu vidéo, c'est cool de bosser dans le jeu vidéo. Alors que j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo, mais voilà, pas assez en tout cas. Je pense pas qu'ils se rendent compte qu'on travaille, qu'on a des responsabilités, mais je pense pas qu'ils saisissent. Et dans quelle mesure ton environnement familial a joué dans ta réussite? C'est crucial. Aujourd'hui, j'aurais pas eu ma femme qui justement a mis sa carrière entre parenthèses pour élever les enfants au début, pour me concentrer à 100% sur Plugin, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme les sportifs de haut niveau. Il faut un équilibre. Il y a tellement de sacrifices, tellement de travail que tout seul, c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, vous travaillez tous les deux sur le domaine? Ouais. Ça se passe bien? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ça se passe, mais on n'est pas toujours d'accord. Non, c'est pas facile parce que moi, j'ai l'habitude de travailler tout seul. En plus, c'est vrai que depuis 15 ans, je travaille tout seul et que voilà, mais on y arrive. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Génial, merci pour ce partage. Grand plaisir, merci. Très franc, très riche comme d'habitude, comme à ton habitude. Si y a des gens qui veulent commander le domaine Capion, il y aura un code promo, il y aura quelque chose comme ça? On va faire un code promo OVNI. Allez, génial, on fait sur ça. le site châteaucapion.com. Mathieu, Stéphanie, il faut vraiment que j'arrête d'écouter tes épisodes parce qu'à chaque fois je veux mettre des codes promo comme toi. Merci à tous ceux qui nous Merci écoutent, beaucoup. qui nous regardent sur YouTube. Merci beaucoup Francis de nous avoir accueillis pour ce magnifique événement chez toi et d'avoir pris le temps de faire ce podcast OVNI ensemble. À bientôt, salut tout le monde.